La suite, c'est la grande revue que nous entendons sans autre forme de procès avec la première une de ce matin. C'est Africa News qui nous informe effectivement de la chute du régime Assad célébrée dans les rues de Damas, la capitale syrienne. Des scènes de liesse ont envahi les rues de Damas dimanche 8 décembre 2024 à l'aube, marquant la chute du régime de Bachar al-Assad après 5 décennies de pouvoir familial. Bachar al-Assad qui avait justement succédé à son père qui lui-même était resté au pouvoir pendant près de 3 décennies. Les habitants en état de choc face à la rapidité des événements se sont rassemblés dans une mosquée pour prier et scander des slogans anti-Assad. Certains ont déchiré le drapeau de la Syrie dans ces moments d'émotion. Il n'en fallait pas effectivement plus pour qu'Africa News se confonde dans ce titre justement, Syrie, la chute du régime Assad célébré dans les rues de Damas. C'est donc à lire dans Africa News. On va rester en Syrie, mais avec un autre confrère, celui de Russia Today, qui donne la tribune à Joe Biden, le président sortant des États-Unis d'Amérique, qui salue un acte fondamental de justice après le coup d'État en Syrie. Les États-Unis donc qui apportent leur caution à ce coup d'État donc en Syrie, le qualifiant et l'assimilant en acte fondamental de justice. La parole a été portée par le président des États-Unis d'Amérique, Joe Biden, président sortant des États-Unis, qui a donc tenu à saluer la fin du gouvernement Assad, soulignant que Washington a participé au renversement de Damas en affaiblissant ses alliés. Joe Biden s'est dit prêt à nouer contact avec les nouveaux acteurs sur le terrain, un régime de rebelles satellites de Washington donc, et on le sait, les États-Unis d'Amérique travaillent depuis des années justement à cette chute de Bachar al-Assad qui avait en son temps bénéficié du soutien russe. Moscou qui a été cette fois visiblement incapable de maintenir Bachar al-Assad au pouvoir. Cette bataille se noue donc et traduit aussi les dynamiques de géopolitique mondiale qui se déploient dans cette partie du globe terrestre, c'est au Moyen-Orient. Et donc, Russia Today rend compte de cette prise de position assumée des États-Unis dans la chute de Bachar el-Assad. Quittons Russia Today, mais restons dans l'actualité en Syrie avec Afrique sur 7 qui parle de Syrie. Bachar al-Assad exilé en Russie après la chute de son régime, chassé du pouvoir après des semaines de combats acharnés. Bachar el-Assad, désormais ancien président de Syrie, s'est exilé en Russie où il recevra un accueil chaleureux du régime de Vladimir Poutine qu'il a toujours soutenu face à ses nombreux adversaires. Il n'est d'ailleurs pas exclu que Bachar, depuis la Russie, se prépare à revenir au pouvoir. Sait-on jamais, l'avenir nous dira. En tout cas, Afrique sur 7 propose un article sur la question à la lecture de ses lecteurs, justement, et de ses nombreux internautes, de son nombreux public. Quittons Afrique sur 7 et intéressons-nous maintenant à Sputnik qui s'intéresse également à cette actualité en Syrie avec son titre Bachar el-Assad et les membres de sa famille arrivent en Moscou. La Russie leur a accordé l'asile politique sur la base de considérations humanitaires, précise la source au sein du Kremlin. C'est à lire dans Sputnik. Sputnik avec qui nous restons, mais pour parler d'une autre actualité, c'est de l'opposition armée justement en Syrie qui aspire à avoir des relations normales avec tous, y compris Moscou. Nous anticipons des relations positives avec la communauté internationale et nos voisins pour construire un État civil. Avance justement des sources auprès de Sputnik. Ahmed Thomas qui est donc cité dans cet article de Sputnik qui dit justement vouloir entretenir des relations pacifiques avec Moscou après justement la chute de Bachar
al-Assad et son régime en Syrie. Quittons la Syrie, mais restons avec Sputnik. Non, on ne va pas quitter la Syrie, mais on va rester justement dans les mouvances de l'actualité en Syrie avec Russia Today qui voit justement dans la chute de Bachar el-Assad, le Hezbollah plus que jamais isolé après le coup d'État en Syrie. Le Hezbollah perd en Bachar al-Assad et son régime un allié de poids dans la région. Bachar al-Assad, justement, considéré comme un soutien du Hezbollah et du Hamas, le Hezbollah libanais et du Hamas palestinien. Un Bachar al-Assad et son régime qui permettait l'acheminement des armes iranienne vers le mouvement chiite libanais, le Hezbollah, et apportait un soutien politique constant au Liban. De surcroît, avec le HTS, l'organisation pro-iranienne sera certainement confrontée à un parti hostile dans les jours à venir, après justement que Bachar al-Assad et son régime soient tombés par les manœuvres américaines qui ont permis à la rébellion sur place de mettre fin à son régime, fin à un régime plutôt cinquantenaire, à un régime d'un pouvoir cinquantenaire, parce qu'avant Bachar al-Assad, son père avait régné sur la Syrie pendant près de 3 décennies avant justement que son fils ne prenne les pouvoirs. 54 ans au total d'un pouvoir de la famille Assad qui est donc tombé. Peut-être des enseignements aussi à retenir autour de la longévité au pouvoir, justement, qui pourraient être ces enseignements-là retenus ici et là, ces leçons assimilées par les différents acteurs politiques de tous bords en Syrie, mais également dans la sous-région, et pourquoi pas au-delà de cette sous-région du Moyen-Orient. Quittons Russia Today, cet article, mais revenons en Afrique avec Sputnik pour parler du Burkina Faso et de la formation d'un nouveau gouvernement de 24 membres. C'est l'actualité qui fait justement la une au Burkina Faso, et dans cet article de Sputnik qui parle donc du nouveau Premier ministre du Burkina Faso, Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo, qui a été nommé samedi 7 novembre 2024. Et puis le dimanche lendemain, il a formé son gouvernement, un gouvernement de 24 membres, formé de civils, mais également de quelques militaires. Sputnik vous propose un article sur la question. On va rester au Burkina Faso avec le nouveau gouvernement qui est vu et scruté par Wakat Serra, le site d'information ouest africain, qui titre justement Gouvernement Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo, tout nouveau, tout jeune. Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo, 42 ans, nommé Premier ministre, justement, le deuxième pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré, est de ceux qui ont tout reproché, ceux à qui on peut tout reprocher justement, sauf leur engagement et leur conviction pour une cause. Depuis sa nomination comme Premier ministre en charge, depuis sa nomination, la première comme ministre en charge de la communication, des arts, du tourisme en 2022, le porte-parole du gouvernement a mis très peu de temps pour se hisser au rang de ministre d'État dans une ascension fulgurante, celui qui porte sans peur, peut-on le dire, les idéaux du président du Faso, dont on dit qu'il a fait partie du cercle très réduit des lieutenants à décrocher le Graal samedi 7 décembre parce que désigné Premier ministre chef du gouvernement par le capitaine Ibrahim Traoré. Il va donc se charger de conduire le pouvoir et la mandature du capitaine Ibrahim Traoré, mais également les dispositions et la politique du capitaine Ibrahim Traoré au Faso, une politique qui vise rien moins que la souveraineté du Burkina Faso, le pays des hommes intègres, mais également le développement de ce pays et une meilleure redistribution des richesses et des fruits de la croissance au Burkinabé. Le nouveau Premier ministre, tout jeune, et son gouvernement tout nouveau sont donc appelés sur ces chantiers qu'ils connaissent si bien, lui qui a porté pendant 2 ans la parole officielle du gouvernement en tant que ministre justement de la communication, des arts et du tourisme, va donc présider à ce gouvernement burkinabé, lui qui n'est âgé que de 42 ans.
pourrait-on dire finalement. Wakatsera vous propose justement un article fourmillé, documenté, avec justement la plume du confrère Conseil Alerte, mais également riche en figures de style et en images pour vous permettre de saisir la substantielle moelle des enjeux et des jeux autour de ce changement de gouvernement au pays des hommes intègres. Quittons Wakatsera et allons lire à présent Afrique sur 7 qui s'intéresse à la même actualité burkinabé, Burkina Faso. Voici la liste du nouveau gouvernement au Burkina Faso. Donc, la composition du nouveau gouvernement burkinabé est désormais officielle 48 heures après la dissolution de la précédente équipe gouvernementale. Le portrait des acteurs qui constituent ce gouvernement, mais également un échafaudage des chantiers qui les attendent prioritairement, sont à lire dans Afrique sur 7, le site d'information qui se consacre et se dédie au traitement de l'actualité ouest-africaine en priorité, mais ne s'interdit pas de traiter l'actualité internationale au-delà des frontières africaines. Quittons Afrique sur 7, mais restons en Afrique de l'Ouest avec Russia Today qui nous amène au Ghana pour nous parler de John Dramani Mahama qui remporte l'élection présidentielle. Le candidat de l'opposition et ancien président de la République, lui-même John Dramani Mahama, a remporté l'élection présidentielle au Ghana. Le candidat du parti au pouvoir et vice-président Mahamudu Bawumia a reconnu sa défaite et félicité son challenger. La démocratie ghanéenne se porte plutôt bien, pourrait-on dire, à la suite de cette alternance au pouvoir. Alternance justement parce que c'est un candidat de l'opposition qui remporte la victoire face au candidat au pouvoir et soutenu par le parti au pouvoir et le président sortant qui doit donc mordre la poussière de la défaite et reconnaître cette défaite en félicitant son challenger victorieux à cette présidentielle. On va rester au Ghana avec Africa News, non, RFI, le site d'information de Radio France Internationale qui s'intéresse à la même actualité et nous fait savoir qu'au Ghana, John Mahama remporte la présidentielle. Le candidat du parti au pouvoir reconnaît sa défaite. Le vice-président du Ghana et candidat du parti au pouvoir à la présidence de la République, Mahamudu Bawumia, a reconnu ce dimanche 8 décembre sa défaite face à l'ancien président John Dramani Mahama lors des élections présidentielles et législatives organisées la veille. Le nouveau président va prêter serment dans les jours à venir. C'est un John Mahama qui remporte donc une élection et revient à la tête d'un Ghana qu'il avait déjà dirigé quelques années auparavant puisqu'il est lui-même justement ancien président de la République du Ghana. Quittons RFI et intéressons-nous à la même actualité, mais cette fois avec Africa News, qui parle de John du Ghana et de John Dramani Mahama, élu président. Des scènes de joie ont envahi Accra et d'autres régions du Ghana après la victoire de John Dramani Mahama à l'élection présidentielle. Candidat du principal parti d'opposition, le Congrès national démocratique. Il a battu Mahamudu Bawumia, vice-président sortant représentant le nouveau parti patriotique, parti au pouvoir, et parti sortant en tout cas, qui justement a bénéficié du soutien de l'ancien président de la République, justement un soutien qui n'aura pas été suffisant pour le conduire à la victoire. Avec Africa News, l'article est proposé, mais également des vidéos et des images et des scènes de liesse et de joie des partisans du nouveau président de la République dans les rues d'Accra et de nombreuses autres villes ghanéennes. Quittons Africa News et intéressons-nous, restons au Ghana avec Wakatsera qui parle de présidentielle au Ghana et de John Dramani Mahama is back comme Donald Trump aux États-Unis d'Amérique, et Lula da Silva au Brésil. John Dramani Mahama est de retour au palais présidentiel. Fait inédit, rappelle Wakatsera en Afrique, le Ghana qui confirme son ADN de pays démocratique vient une fois de plus de faire la différence contrairement à ces footballeurs en pleine descente aux enfers alors que les Ghanéens portaient si bien leur surnom de Brésiliens d'Afrique. Les Black Stars politiques ont plus que jamais écrit en lettres d'or
une belle page de l'histoire de leur pays suite à cette élection qui va porter au pinacle John Dramani Mahama en le ramenant au pouvoir. John Dramani Mahama is back, c'est le titre de Wakat Serra. Quittons définitivement le Ghana et retournons au Sénégal pour parler toujours de l'actualité en Afrique de l'Ouest, cette fois avec Radio France Internationale et son site d'information qui nous apprend que le président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, a rencontré son opposant Karim Wade au Qatar. C'était en marge de sa visite officielle au Qatar à l'occasion de la 22e édition du Forum de Doha. Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a rencontré l'opposant et fils de l'ancien président de la République Abdoulaye Wade, Karim Wade cette fois, dimanche 8 décembre justement, l'entrevue placée sous le signe de l'ouverture, malgré quelques désaccords entre les deux hommes, très commentés à Dakar. Les deux hommes d'ailleurs, et notamment Karim Wade, s'est dit content d'avoir rencontré le président de la République et estime que cette rencontre est le signe précurseur d'une détente de la vie politique au Sénégal, comme on en attendait depuis Bassirou Diomaye Faye, justement, qui à l'occasion de ce tête-à-tête a pu, même si la quintessence des échanges avec Karim Wade n'a pas été dévoilée, a pu discuter précisément avec lui des sujets et d'autres qui concernent directement la vie politique du Sénégal. On peut donc se dire que cette rencontre augure d'une détente politique justement au Sénégal dans les jours et les mois à venir. Quittons le Sénégal et RFI pour revenir au Cameroun en Afrique centrale pour parler avec Cameroun Tribune de la loi des finances 2025, le feu vert de l'Assemblée nationale qui a adopté dimanche justement 8 décembre le projet de loi déposé par le gouvernement pour un budget de l'État estimé et évalué à 7 317 milliards de francs CFA. C'était au cours d'une séance plénière de discussion générale présidée par le chef de la Chambre, Kavaï Yégué Djibril. Compte rendu à lire en page 7 de Cameroun Tribune, qui est en kiosque ce lundi. Quittons Cameroun Tribune et lisons le quotidien Le Jour qui parle de réforme foncière et domaniale. La finalisation attendue en 2025. Pour le compte de l'exercice 2025, les ressources du MINCAF s'élèvent à 24 milliards 678 millions de francs CFA. Une enveloppe budgétaire qui devra se consacrer aussi parmi ces chantiers à finaliser donc la réforme foncière attendue pour l'année 2025. Une réforme foncière qui fait des gorges chaudes au Cameroun parce que précisément la question du foncier étripe et fait des heureux et très souvent aussi des malheureux au sein de l'opinion publique. Une réforme foncière attendue parce que précisément la question foncière reste encadrée et réglementée par des lois jugées obsolètes. Elle date de 1974 pour l'essentiel. 40-50 ans plus tard, il est peut-être temps effectivement de faire un relifting de ces lois et c'est peut-être aussi ce qui est attendu de cette réforme foncière et domaniale que le quotidien Le Jour annonce en 2025 au Cameroun. Après le quotidien Le Jour, voici le quotidien Le Messager au Cameroun qui parle de paris gagnant en justice pour le port autonome de Douala. La Cour internationale d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale de Paris vient d'annuler 2 condamnations opposant le port autonome et la société Douala International Terminal. Une victoire de plus pour le port autonome de Douala qui peut donc se prévaloir d'avoir fait justement prévaloir ses arguments et les arguments de droit devant les juridictions parisiennes qui lui ont donc donné raison dans ce litige, rapporte Le Messager. Quittons Le Messager et intéressons-nous à présent à Génération Libre qui nous apprend qu'au Cameroun, le ministre de l'administration territoriale Paul Atangandji suspend 5 organisations non gouvernementales. Elles sont accusées de recevoir des financements extérieurs en vue justement d'activités
illégale. On parle même de financement du terrorisme par ces organisations non gouvernementales, en tête desquelles le REDAC de Maximilien Ngombé et 4 autres organisations de la société civile, des organisations internationales donc suspendues de fonctionnement par le ministre de l'administration territoriale Paul Atangandji. C'est à lire dans Génération Libre qui est en kiosque ce lundi matin. Génération Libre qui justement va céder sa place dans cette édition de la grande revue au quotidien Mutation, avec qui nous achevons cette grande revue, le quotidien Mutation, qui revient sur l'affaire de Maître Tamfou, à qui la faute? Les résultats de l'enquête adressée au commissaire du gouvernement près le tribunal militaire de Douala ainsi qu'au ministre de la Défense et du secrétaire d'État à la Défense en charge de la gendarmerie suscite plus de questions que de réponses, écrit le journal Georges-Alain Boyomont, qui est en kiosque ce lundi 9 décembre 2024. C'est avec Mutation que nous mettons un terme à cette édition de la grande revue.